Bien, chers amis et camarades, merci de vous être déplacés pour cette soirée d'hommage à la résistance et singulièrement à la résistance ouvrière et communiste. On a décidé, c'est dans le cadre d'une initiative nationale, de mettre en avant la résistance, mais singulièrement la résistance communiste, parce qu'elle est oubliée régulièrement dans tous les commentaires, reportages et les actes officiels. Et le dernier, vous avez vu, dans les 4 personnalités qui entrent au Panthéon, non pas que leur entrée au Panthéon soit contestable, mais comme le disait Pierre Laurent, je crois, pour montrer l'unité de la résistance et la reconnaissance de tout ce qui a joué le rôle de la résistance, c'était bien qu'il y ait des personnalités communistes, et quelques-unes ont été citées. Elles sont affichées par là: Missak Manouchian, Martin Desdemeaux, Marie-Claude Vaillant-Couturier, mais on a vu hier soir aussi Daniel Casanova dans ce reportage qui est passé sur France 3. Et donc, nous, on a décidé d'organiser quelque chose, et avec la jeunesse communiste qui va ce soir nous présenter une sorte d'exposé, de discours, avec le travailleur catalan qui est représenté par René, avec l'amicale des vétérans qui est représenté par Yvette Lucas, pardon, et les membres qui sont là, et puis Françoise qui est membre du Conseil national, donc qui représente la direction du parti. Donc on a décidé ensemble que ce serait la JC, qui était un peu effrayée de le faire, mais qui de suite a dit oui. Présenterai cette soirée. L'idée, c'est la résistance, ce n'était pas que les communistes, mais c'était aussi les communistes. Et donc, on ne voulait pas le faire le 27, puisque le 27, il y a quelques initiatives. Le 27, c'est le 72e anniversaire de la création du Conseil national de la résistance, le 27 février 1943, et du Conseil national et de son programme. Et il y a quelques initiatives. Je pense qu'il y en a une à l'équipement le matin. Il y en a une à 17h à la gare d'Elne, une à 18h donc à Elne. C'est un peu l'initiative départementale, puisqu'elle est la seule ville, je crois, qui a non seulement un rond-point, mais aussi une rue du 27 mai 43, et puis la section de Rivesaltes, je crois, fait quelque chose aussi demain soir à Rivesaltes. Donc on ne voulait pas, entre guillemets, parasiter et vous empêcher de participer à ces initiatives. Voilà pourquoi nous l'avons fait la veille. Avant de passer la parole à ces jeunes gens, je voudrais signaler, remarquer et saluer la présence, qui nous fait bien sûr énormément plaisir, de René Atiel, qui est là et qui était un résistant catalan. Il y en a d'autres qui vont en citer. Donc René nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous. C'est un militant du parti de la CGT depuis très longtemps, et on a toujours plaisir à le voir, et c'est vraiment pour nous toutes et tous un honneur, une fierté d'être membre du même parti que lui. Et puis aussi André Maratra, qui est là, qui était un résistant, pas catalan, mais catalan d'adoption et de cœur maintenant, et qui a connu, parce qu'il était résistant, l'arrestation, les interrogatoires et le Struthof. Et donc il n'a de cesse que de se promener, je dirais, dans les collèges et dans divers lieux du département pour faire de la pédagogie, raconter l'histoire et surtout militer pour que cela n'arrive plus, et pour expliquer aux jeunes gens notamment pourquoi cela est arrivé, comment cela est arrivé, et essayer que plus jamais cela n'arrive. Et donc André a été récemment décoré au Palais des Rois de Majorque. Donc voilà, on salue la présence à tous les deux. Et puis je voudrais remercier Nicole Ray, la Fondation pour la mémoire de la déportation, parce que c'est eux qui nous ont prêté cette partie d'expo, j'ai envie de dire, sur le Conseil national de la résistance.
Voilà, donc maintenant la parole à ces jeunes gens. Je ne sais pas si vous avez participé. Aujourd'hui, je suis Rose Blanc, mais vous pouvez m'appeler Rosette. C'est le nom que me donnent mes proches, ma famille, mais aussi mes camarades. Parce qu'il faut que vous sachiez que si je suis ici ce soir, c'est pour vous parler de ma brève mais importante histoire. C'est pour raconter ma vie en tant que résistante communiste contre l'oppression fasciste, franquiste, hitlérienne, en fait contre toutes les oppressions, contre toutes les formes de fascisme. Je suis née le 24 septembre 1919 à Elne. Mon enfance, je l'ai passée dans la précarité et la misère. Pourtant, je n'ai pas perdu la joie qui m'anime et le fait d'appartenir à une famille nombreuse me donne déjà des valeurs de travail et de partage. Je poursuis déjà un idéal de société auquel je veux vraiment contribuer. Ces valeurs, je les ai gardées et poursuivies lorsqu'à 17 ans je m'engage, car je suis convaincue que dans un monde, tous ensemble, nous sommes plus forts pour combattre les injustices. Ouvrière, travailleuse, je rejoins donc l'Union des jeunes filles de France, alors le pendant féminin du mouvement des jeunes communistes. Mon premier et éternel combat sera celui des républicains espagnols que nous aidons dans leur lutte acharnée contre le franquisme. Je milite activement et suis nommée secrétaire générale. Je me souviens encore de l'ardeur avec laquelle nous scandions contre la non-intervention de l'État, des vivres pour les enfants espagnols, et notre énergie lors de nos déplacements en Espagne, bravant la mort et défiant le fascisme. Je me débrouille pour ici organiser l'accueil des républicains, ces êtres humains, nos voisins, nos camarades, nos semblables, victimes d'un système fasciste et ne recevant dans leur fuite que la violence de ceux en qui ils posaient toutes leurs espérances. Ces oppresseurs que nous combattions, nous avions raison de le faire. J'en étais et en suis toujours convaincue. Ceux-là sont les mêmes que je continuerai de défier alors, en 1939, la guerre en France est déclarée. Je deviens cette fois responsable des jeunes communistes dans les Pyrénées-Orientales, me charge des tracts, de toute la propagande, alors illégale. Je suis appelée à rejoindre mes camarades à Paris. Pétain est au pouvoir et je change mon nom alors. Je m'appelle désormais Amélie Garrigue. Mais ces chiens de la police nous trouvent et nous amènent à la santé. On m'arrête parce que je suis communiste et que j'aime mon pays. Et par-dessus tout que j'aime la liberté. Cependant, je suis fière de mon idéal. On me donne un numéro là-bas. Ce ne sera pas la dernière fois qu'on le fait. Mes camarades sont ici aussi. Et c'est avec horreur que j'entends leurs cris et que je sais qu'on les torture. Je reste ici 5 mois, long et pénible. Mais je suis encore envoyée avec mes camarades au fort de Romainville. Un véritable paradis à côté de la santé. Je reprends espoir et j'ai confiance en l'avenir, même si ici, ils font tout pour nous impressionner, par des coups et des menaces. Mais je reste ferme. Je ne déplore pas ma vie actuelle. Bientôt, le peuple de France récoltera les fruits de nos souffrances. Son bonheur sera notre meilleure récompense. Le fascisme retarde pourtant encore cette victoire. Il nous amène dans d'atroces conditions dans des wagons à Auschwitz. Des femmes meurent pendant l'épouvantable voyage. Mais je sais qu'il ne faut jamais renoncer. Et en arrivant, sortant du wagon, accompagnée de mes camarades, nous sommes persuadés de n'être ici que pour un temps. Nous sommes persuadés qu'un jour, nous sortirons et nous retrouverons la liberté. Et c'est avec joie que nous chantons la Marseillaise. Cela impressionne d'ailleurs les CRS et redonne espoir à tous ceux qui, dans la terreur, ont failli oublier qu'ils étaient humains. On me donne un nouveau numéro. La vie ici est d'une horreur épouvantable. On ne peut même pas la dire, l'écrire ou même l'imaginer. Je tombe malade comme beaucoup de mes camarades et je meurs le 15 mars 1943. Mais le monde ne finit pas avec les barbelés de ce camp, ni avec les flammes du crématoire. La lutte, la souffrance et l'espérance subsistent au fond des rues, dans les bunkers, dans les ponts qui sautent, dans les trains qui déraillent, dans les mains qui s'étreignent, et dans tous ceux qui résistent et qui espèrent. Aujourd'hui, je suis Léo Figuer. Je suis né le 27 mars 1918 à Perpignan. À 14 ans, j'adhère aux jeunesses communistes. J'en deviens responsable départemental, puis national, à 18 ans. Je m'engage aussi pour la construction du Front populaire, ainsi que pour aider les camarades républicains espagnols. Je m'engage dans l'armée à 20 ans, en Corse, et je commence mes activités de résistance sur l'île en 1940. La jeunesse communiste devient clandestine à cette époque-là et je dirige l'ensemble de l'organisation de la zone du sud de la France, dans la zone soi-disant libre.
En 1941, je rencontre ma femme, elle aussi jeune communiste, résistante et fille de résistante. En 1944, je représente les Forces Unies de la Jeunesse Patriotique, qui est une organisation de jeunes résistants dans laquelle se trouvait la Fédération des jeunes communistes de France, ancêtre de la JC actuelle. Ma participation à la résistance m'a valu d'être salué par la médaille de la résistance, la croix du combattant volontaire et la Légion d'honneur. Pour les élections de la première assemblée constituante, le Parti communiste français me demanda de conduire une liste dans mon pays catalan, chose que j'approuva. J'ai eu le soutien du parti ainsi que du travailleur catalan et à la surprise générale, je fus élu le 21 octobre 1945 devant les socialistes et radicaux lors de la première assemblée constituante de 1945, puis réélu en 1946 lors de la seconde assemblée de la 4e République. Je suis donc le plus jeune élu de France des deux chambres parlementaires à cette époque. J'aurai d'autres mandats jusqu'à être conseiller général des Hauts-de-Seine, puis maire de Malakoff de 1965 à 1996. Ma vie est riche et difficile, avec l'oppression et les pires abominations envers mes amis et camarades, de la part même du gouvernement français. Mais nous n'avons pas lâché. La preuve, après nos actes de résistance, j'ai pu servir et représenter au mieux le peuple qui m'a élu dans une démocratie et une paix retrouvée. La paix que j'ai cherché à conquérir ou reconquérir, comme au Vietnam, où j'ai réalisé un livre photo pour alerter sur les dégâts humains de la guerre. Et n'oubliez pas, résister se conjugue toujours au présent. Aujourd'hui, je suis André Tourné, et voici mon histoire, mon combat. Cette lutte commence très tôt dans ma vie. Voyant la misère ravager les villages des Pyrénées-Orientales, voyant le peuple souffrir face aux exploitations bourgeoises, voyant les idéologies meurtrières et fascistes ravager l'Europe et soumettre le peuple et leur enlever toute leur liberté, je ne pouvais rester passif et je me devais agir. Très tôt, dès l'âge de 15 ans, je m'engage dans les jeunesses communistes pour pouvoir étendre le combat à travers toute la France et plus, en essayant de convaincre toute l'Europe qu'un monde meilleur est possible à la fraternité et l'unité. Ainsi, c'est très dans ma jeunesse, les tracts, la propagande antifasciste et pour un monde meilleur, pour un monde plus libre se font. Mais c'est en 1936 qu'un nouveau chapitre de ma vie s'écrit. Alors qu'à quelques kilomètres de ma terre natale, le socialisme et le droit des peuples est bafoué par le franquisme, alors qu'une guerre sanglante commence et que l'inactivité gouvernementale internationale ne fait rien pour aider ces gens qui ont choisi librement d'adhérer un parti républicain et libertaire. Je m'engage dans les brigades nationales pour libérer ce peuple et je connais là la fraternité républicaine pour aider les enfants, les femmes, les hommes, les souffrances franquistes. Mais cela ne pourra pas durer longtemps. Lorsqu'en 1939, Hitler envahit la France et combat la liberté, la démocratie et toutes nos valeurs contre le racisme, l'antisémitisme et toute forme de discrimination possible et inimaginable qui fait taire mes camarades avec la violence et la peur, je m'engage au côté de la résistance et des communistes pour pouvoir lutter pour un monde meilleur. Dans la foule de la jeunesse, mon engagement pour un monde meilleur m'amène à Lyon, où je suis nommé dirigeant. Des francs-tireurs contre le fascisme. Mais plus tard, je rejoins les PO et je deviens maquisard aux côtés de mes camarades comme Léo Figuer. C'est là que malgré les horreurs de la guerre, malgré la répression et la violence, c'est là que je connais la meilleure facette de l'humanité, celle de la fraternité, celle du courage, celle de la lutte et celle de l'égalité.
et d'un combat pour un monde meilleur. Et c'est ces mouvements sociaux, cette lutte qui me pousse à poursuivre mon combat plus tard après la guerre pour un monde meilleur, un monde plus juste et égalitaire. Car la lutte ne sera jamais finie, nous nous battrons toujours pour ce monde, quel que soit le contexte, pour un meilleur présent et pour un meilleur lendemain. Voilà, alors, comme vous l'avez remarqué, ce soir, on a pris la décision de faire le portrait de 3 résistants communistes du département. Mais à travers eux, c'est l'ensemble des résistants communistes que nous tenions à commémorer aujourd'hui et à qui nous tenions à rendre hommage. Si on a tenu à parler particulièrement de la résistance communiste, c'est comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, parce que depuis quelques années maintenant, on essaye de sous-estimer, voire de faire disparaître son poids. Et non, les communistes n'ont pas attendu la rupture du pacte germano-soviétique pour s'engager dans la résistance. Oui, les communistes ont été durement réprimés dès 1939, notamment dans les Pyrénées-Orientales, où ça s'est concrétisé par l'interdiction du travailleur catalan, ainsi que l'arrestation de militants et de cadres du parti. Oui, les communistes ont longtemps fait le choix de la paix, car les guerres sont toujours le fruit des classes bourgeoises qui défendent leurs intérêts et au détriment des classes ouvrières qu'elles envoient s'entretuer. Avec l'arrivée de Pétain au pouvoir, les communistes sont déportés, notamment dans les colonies françaises. En 1941, ils appellent à la création d'un Front national des luttes pour l'indépendance de la France. Et à l'image des communistes de Thuir, ils sont nombreux à rejoindre la lutte armée dans les maquis. Dans le département, on retrouve une forte opposition au service du travail obligatoire, avec notamment une grande manifestation à la gare de Perpignan en mars 1943, au départ du premier train en direction de l'Allemagne. Des arrestations, donc des déportations, des exécutions, voilà le prix qu'ont payé les communistes. Beaucoup d'entre eux n'avaient même pas 20 ans. Et ils se sont pourtant soulevés en masse face à l'obscurantisme, soucieux de l'avenir non seulement de leur pays, mais aussi du monde. Un monde pour lequel ils avaient un projet, au cœur duquel se trouvait toujours la quête de l'égalité, de la liberté et de la fraternité. C'était le projet communiste. Alors pourquoi François Hollande, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, président soi-disant de gauche, se refuse à faire entrer au panthéon des résistantes et des résistants communistes? Sinon pour alimenter ce mensonge selon lequel les communistes n'ont pas résisté, pas assez tôt, pas assez vite, pas comme il fallait. Ce mensonge qui lui permet, comme il l'a fait encore récemment, vous l'avez tous ensemble entendu je suppose, de nous mettre dos à dos, nous tous les héritiers de Rose Blanc, d'André Tourné, de Léo Figuer, avec les pétainistes du Front National. Et si pour ces portraits on a décidé de parler à la première personne, c'est parce que, comme le dit Lucie Aubrac, comme ça a été dit tout à l'heure, résister, c'est un verbe qui se conjugue toujours au présent. Et les résistants qui se battent aujourd'hui de par le monde sont nombreux. On pense aux résistants kurdes qui font face au fascisme religieux à Kobané et à qui les jeunes communistes rendront hommage à la fête du travailleur catalan. Le mot résister nous évoque également la résistance palestinienne qui lutte depuis des décennies contre le colonialisme israélien. Mais une autre forme de résistance est en marche, celle qui s'oppose à la dictature des marchés. On la retrouve évidemment en Amérique du Sud, mais aussi aujourd'hui en Grèce, en Europe, et pourquoi pas demain en France. Toutes ces luttes ont au moins un point commun. Redonner le pouvoir au peuple et lui permettre de mettre en place une société progressiste. Finalement, quel meilleur moyen quel meilleur mouvement que celui de la résistance pour parler de solidarité entre les peuples. Après la guerre civile qui a conduit Franco au pouvoir, les républicains espagnols ont été obligés de fuir leur pays. Ils sont venus en France, mais quel accueil ils ont reçu? Un accueil humain. Ils ont été entassés dans des camps, Barcarès, Rivesaltes ou ailleurs. Beaucoup sont morts, mais d'autres, ceux qui sont restés, n'ont pas hésité à repartir à la lutte, au nom de leur idéal républicain et pour beaucoup d'entre eux, leur idéal communiste. Nous ne pouvons donc être que révoltés quand nous entendons à longueur d'année les propos xénophobes de Marine Le Pen, ou quand l'année dernière,
Au moment de la Coupe du Monde de football, vous l'avez peut-être entendu, Christian Estrosi, maire de Nice, UMP, a fait interdire, je cite, l'utilisation ostentatoire de tous les drapeaux étrangers. Nous étions malheureusement habitués à ce genre d'attaque de la part de l'extrême droite. Mais le barrage entre celle-ci et la droite traditionnelle s'effondre peu à peu, à cause d'une droite extrême. Le plus révoltant, c'est que ce genre de mesures et de positions se fait soi-disant au nom de la France et de la République. Ce sont des menteurs. La France est un pays cosmopolite. Lors de la Révolution, événement fondateur de la France telle que nous la connaissons, les étrangers ont été appelés à s'impliquer dès les États généraux de 1789. À cette époque, la France devient une terre d'asile pour tous les étrangers persécutés pour leur idéal révolutionnaire. Cette idée internationaliste a perduré depuis. Lors de la libération, de nombreux drapeaux étrangers flottaient dans les rues de la capitale. Et le premier char allié à y être entré était un char espagnol. Il est temps de mettre un terme à cette xénophobie ambiante. La manière dont certaines populations sont montrées du doigt est insupportable. Il faut faire vivre la solidarité entre les peuples pour mieux lutter contre le fascisme, tous les fascismes. Remettons au bout du jour la lutte des classes, qui est plus que jamais d'actualité. Ils veulent nous diviser alors que nous faisons partie d'une même classe, celle des exploités, des précaires, des esclaves du système. Unissons-nous pour briser nos chaînes ensemble. Merci.